Donc là maintenant on va commencer à avoir des choses intéressantes. Enfin, ça va être de récupérer des données d'un service web dans un premier temps. Mais bon, pour pouvoir faire ça, il faut avoir vu tout ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. C'est le problème du JavaScript, hein, c'est qu'avant de faire des choses intéressantes, il faut voir beaucoup de choses. Donc là, ce sont mes notes de cours, là, ou mes notes que j'ai trouvées sur différents sites sur Internet. Donc avant d'aller plus loin, je vais lire mes petites notes. Donc on va voir déjà ce que c'est l'Ajax. Donc l'Ajax signifie Asynchronous JavaScript and XML. Sachant que le XML on s'en sert plus, on va utiliser le format qu'on voit ici, le format JSON. Donc il s'agit d'un ensemble d'objets et de fonctions mis à disposition par le langage JavaScript afin d'exécuter des requêtes HTTP de manière asynchrone. Asynchrone signifie que cela permet d'exécuter du code, une requête ici, sans bloquer l'exécution de la page en attendant la réponse du service web. Donc ça on le fera avec les promesses. Ajax va permettre d'exécuter des requêtes HTTP sans avoir besoin de recharger la page du navigateur. Il n'y a plus besoin de réactualiser la page web, c'est fait de manière automatique par les requêtes de type Ajax. Donc ça permet d'avoir un site plus réactif car on n'a pas besoin de recharger toute la page dès qu'il y a besoin de mettre à jour une partie du contenu. Et ça améliore l'expérience utilisateur avec du nouveau contenu qui se charge au fur et à mesure qu'on le découvre. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a deux méthodes pour recevoir du contenu d'une web API. C'est la nouvelle méthode, donc qui est la fonction fetch, et l'ancienne méthode qui est plus utilisée, sauf sur les vieux sites, qui est XML HTTP request. Donc celle-là on va pas la voir, ça sert à rien. En tout cas dans un premier temps, moi ce qui m'intéresse c'est de voir la méthode actuelle, donc la méthode fetch, voilà, fonction fetch. Donc lorsque tu veux t'entraîner à l'utilisation de la méthode fetch pour récupérer des données sur un serveur, donc faut savoir que souvent, par exemple sur un serveur de météo, il faut s'enregistrer, il faut une clé, etc. Donc il existe pour faire des tests de requête pour récupérer des données sur une API web, donc pour s'entraîner, hein, le site qui s'appelle JSON Placeholder. Donc JSON Placeholder, donc c'est un service en ligne qui va utiliser l'API REST, ça on le verra plus tard. Donc ça permet donc de s'entraîner à manipuler fetch et à faire différents types de requêtes. Par contre, les données qu'il y a dedans sont bidons, mais bon, ça fait des données d'entraînement. Et surtout, il n'y a pas besoin de s'identifier, d'avoir des clés, etc. La méthode fetch vient de l'objet window. Donc le premier paramètre sera l'URL où on va récupérer les données. Le deuxième paramètre, ça sera les ressources que l'on veut utiliser. Donc post, comments, album, donc ça c'est par rapport à JSON Placeholder. On peut utiliser les ressources de l'users, c'est-à-dire dans ce dossier-là, il y aura le nom, le prénom, l'identifiant, etc. des gens. Donc ça, c'est la manière dont on place l'URL de l'API web dans le fetch. Si aucune précision sur la méthode d'envoi, le verbe, donc l'API REST sera la méthode get. Donc ce qu'ils appellent le verbe, c'est la méthode get, post, delete, etc. Après, il faut récupérer les données qu'il y a dans le body. Donc le body, c'est le corps, donc dans l'API REST, c'est là où il y aura les données que l'on veut exploiter. Donc on a plusieurs formats, le JSON, donc c'est celui-là qui nous intéresse parce que le JSON c'est directement le format objet du JavaScript, et le texte. Le texte c'est des chaînes de caractères. On peut après parser la chaîne de caractères, donc parser ça veut dire analyser, en utilisant la fonction donc JavaScript JSON.parse. Et si le fichier a été écrit au format JSON, donc écrit au format JSON ça veut dire avec la bonne syntaxe, on retrouve le contenu du fichier en un objet JSON. Donc après on a récupéré les données au format JSON. Donc là on va en voir un format JSON là. Donc après avoir construit et envoyé une requête HTTP, il faut récupérer et interpréter son résultat. Un service web peut choisir le format qu'il veut pour nous envoyer des données, mais le plus courant et le plus simple est le format JSON. Qu'est-ce que le format JSON? JSON signifie JavaScript Object Notation. Il s'agit d'un format textuel, contrairement à un format binaire plus léger mais impossible à lire à l'œil humain. Oui, donc ça veut dire c'est des 0 et des 1, donc ça oui, c'est un format textuel, c'est compréhensible par un être humain. Se rapprochant en termes de syntaxe de celui des objets dans le langage JavaScript. Donc là on a un objet JavaScript, donc const la variable objet, donc déclaration de variable égale, là on met une accolade, donc là on revient à la ligne pour la lisibilité, on marque la key, donc c'est le name ici, 2 points, et la value, donc là c'est une chaîne de caractères qui est mise entre guillemets, et à la fin on met une virgule pour remettre une autre key, sauf que là on met dans l'objet ici, là on remet un autre objet parce qu'ici on marque auteur, donc la key, 2 points, et là on met des accolades, donc accolade c'est objet. On le voit là, donc là en plus, là on a un autre key, là comment, là on met un tableau, on le voit, ça commence par un crochet, un tableau, et dedans on met des objets. Donc on peut tout mettre dans un objet JavaScript. Donc ça c'est l'objet JavaScript, et ça c'est le JSON. Donc le JSON, la différence c'est que ici là on le voit sur la key, là, sur la clé, il n'y a pas de guillemets. Les guillemets ne sont que sur la value. Alors que sur le format JSON, les guillemets sont sur la key, sur la clé. Ils sont partout, sur la clé et sur la value.
Value ici parce que c'est une chaîne de caractères, bien sûr. Si c'est des chiffres, des nombres, il n'y a pas de... Mais ce n'est pas une chaîne de caractères, donc il n'y a pas de guillemets. Donc voilà la différence entre le JSON et un objet JavaScript. Voilà. Voilà. Et donc en JavaScript, l'objet est assigné à une variable, alors qu'en JSON, on ne fait que décrire une structure. Le JSON est une syntaxe qui vient des objets en JavaScript. Le navigateur sait directement le lire et le transformer en objet JavaScript. Le deuxième avantage de ce format est sa légèreté par rapport à un format comme le XML qui reste plus verbeux, c'est-à-dire plus de texte. Donc le XML, ça ressemble à des balises HTML. Il y a beaucoup de balises ouvrantes et fermantes. C'est pour ça qu'on dit que c'est verbeux, parce qu'il faut écrire beaucoup de texte. Alors qu'en JSON, c'est juste de la ponctuation, quoi. Donc ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va faire un petit tour sur le MDN et après on va faire notre première requête. Donc ce qui est intéressant avec le MDN, c'est qu'on va avoir des informations complémentaires sur l'utilisation de fetch. Donc fetch, je disais que c'est une fonction, mais eux ils considèrent ça comme une API. Donc l'API fetch, donc API c'est Application Programming Interface. Donc l'API fetch fournit une interface pour la récupération de ressources à travers le réseau. Elle paraîtra familière à tout utilisateur de XML HTTP request, donc ça c'est l'ancienne méthode. Mais cette nouvelle API propose néanmoins un ensemble de fonctionnalités plus souples et plus puissantes. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc le concept d'usage fetch fournit une définition générique des objets request et response. Donc ça c'est des termes importants et d'autres choses impliquées par les requêtes réseau. The request interface on the fetch API represent the resource request. Donc l'interface request de l'API fetch représente une demande de ressources, ok. Et l'interface response de l'API fetch représente la réponse d'une requête initialisée. Ainsi, il sera possible de les utiliser dès que nécessaire à l'avenir. Même si dans le cadre de Service Workers, de l'API cache ou d'autres mécanismes similaires qui manipulent ou modifient des requêtes et des réponses, ou n'importe quelle situation qui pourrait requérir que vous génériez vos propres réponses au moyen d'un programme. Ok. Elle fournit également une définition pour des concepts associés tels que CORS, donc ça on le verra plus tard je pense, et la sémantique de l'entête HTTP origin, supplantant les définitions précédemment proposées ailleurs. Pour effectuer une requête et obtenir une ressource, utilisez la méthode, donc ils appellent ça globalFetch.fetch. Elle est implémentée dans de multiples interfaces et en particulier dans Windows et Worker Global Scope, ce qui la rend disponible de la même manière dans tout contexte où vous souhaiteriez récupérer des ressources. Donc globalFetch.fetch, donc la méthode fetch. Donc la méthode fetch du mixin globalFetch va chercher une ressource, elle retourne une promesse qui résout une réponse, représentant la réponse de votre requête. Donc cette méthode retourne une promesse. Donc les promesses, après on l'a vu, il faut utiliser then ou catch. Ok. Donc elle est implémentée dans de multiples interfaces et en particulier dans Windows et Worker Global Scope, ce qui la rend disponible de la même manière dans tout contexte où vous souhaiteriez récupérer des ressources. La méthode fetch prend un argument obligatoire, le chemin vers la ressource souhaitée, donc ça sera la Web API. Elle retourne une promesse qui résout la réponse de cette requête, qu'elle soit couronnée de succès ou non. Vous pouvez aussi optionnellement lui passer un objet d'option init comme second argument, voire request. Vous pourriez créer une requête et une réponse directement en utilisant les constructeurs request et réponse. Même s'il est improbable que vous procédiez ainsi, il est probable cependant que leur création résulte des actions d'une autre API, par exemple le point response with des service workers. Donc là on nous dit que si on veut approfondir les concepts, utiliser fetch et les concepts de base. On a des liens ici là, donc utiliser fetch. L'API fetch fournit une interface JavaScript pour l'accès et la manipulation des parties de la pipeline HTTP, comme les requêtes et les réponses. Cela fournit aussi une méthode global fetch qui procure un moyen facile et logique de récupérer des ressources à travers le réseau de manière asynchrone. Donc là on a un exemple, créer une requête fetch. Bon ok, donc ça je verrai ça plus tard. Fetch basics, donc là il y a une page sur le concept de départ fetch, pourquoi pas. Interrompre un fetch, les navigateurs ont commencé à ajouter le support expérimental des interfaces à bord contrôleur et à bord signal, qui autorisent des opérations telles que fetch et XHR à être interrompues si elles ne sont pas encore achevées. Voir les pages d'interface pour plus de détails. Bon ok. Donc les interfaces de fetch, donc le global fetch, c'est la méthode fetch est utilisée pour récupérer une ressource. Le headers représente les entêtes de requêtes et de réponses vous permettant de les consulter et de prendre différentes décisions en fonction du résultat. Request représente la requête d'une ressource et response représente la réponse à une requête. Mixin de fetch, le body, fournit les méthodes relatives au corps de la requête réponse vous permettant de déclarer quel est son type de contenu et comment il doit être manipulé. Donc ça va être intéressant. Ok, donc là on voit quand même c'est pas évident là l'utilisation du fetch. Donc maintenant on va voir son utilisation. Donc on va sur le site jsonplaceholder.tpcode.com. Donc ça c'est le serveur que l'on va utiliser de test. C'est une API REST libre qui est en ligne. Donc ici on a le code de l'exemple. Donc là je vais sélectionner ce code. CTRL C. Je vais aller sur le navigateur, CTRL V.
Et si je fais CTRL S, on voit ici que l'on a un objet avec l'user ID, l'ID, le title. Et là, on a ça. Donc là, ce qu'on a ici, là, ce que je sélectionne, ça, c'est l'adresse cellule du serveur. Et ici, ça, c'est au niveau de l'API REST. Ce sont les données que l'on veut récupérer. Ça, on va le voir après, là, sur leur site. Donc, cette méthode fetch, donc, qui vient de l'objet window, va renvoyer une promesse. Et sans précision, la méthode qui va être utilisée donc, par rapport à l'API REST, ça va être la méthode get, qui va consister à récupérer des données. Donc, si la promesse passe, eh bien, fetch retourne une promesse que l'on pourra exploiter. Pour ça qu'après on utilise Zen. Dedans on met l'argument response. Ici on a une fonction fléchée simplifiée, c'est-à-dire que on a enlevé les accolades. Et pourquoi les accolades ont été enlevées? Parce que lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction, eh bien on n'est pas obligé de mettre des accolades. Donc c'est une autre syntaxe de la fonction fléchée. Donc bien sûr c'est une fonction fléchée, mais c'est une fonction de callback. Parce que dans la méthode Zen qui est une fonction, on met response, et ça en argument, ça c'est la fonction fléchée. Donc on convertit ça en format JSON, comme on l'a vu là dans le cours précédent, là, dans les explications précédentes. Et après, ce qu'on peut faire avec les promesses, c'est d'enchaîner les zen, parce que ça retourne une promesse. Donc en gros, la syntaxe, c'est comme ça. Point zen, fonction de callback, on remet un point zen, et on peut faire ça plusieurs fois, suivant ce que l'on veut faire. Mais quand je fais CTRL S, vu que avec l'autocomplétion et la mise en page automatique, avec les extensions de Visual Studio Code, ça le met comme ça pour une meilleure lisibilité. Donc pourquoi ça me renvoie ces données là? Eh bien on va aller sur JSON placeholder. Donc là ici on avait l'exemple. Donc là il sélectionne le to do et 1. Donc si on descend on a les ressources. Donc si on veut on a des ressources de type post, comment, album, photo, to do, users. Donc là on a été ici là dans to do. Donc si je clique sur to do et il a pris la ressource 1. Donc il y en a un paquet des ressources. Il a pris la ressource 1 qui est ici, et ça me retourne Delictus hot. Donc là, il a pris l'user ID 1. Ok. Donc là, par exemple, si je fais ça, là, je supprime le 1. Si je fais CTRL S, on devra avoir tout le listing. On devra avoir tout ça, là, logiquement. Donc CTRL S. Donc là, on a un tableau avec 200 entrées. Voilà. Donc là, on le voit bien, là. Donc si je fais to do 0, qu'est-ce que ça fait? Ben là, j'ai rien, là. Si je fais to do 1, qu'est-ce que ça fait? Je l'avais fait, ok. Si je fais to do 2, ID 2, to do 3, ID 3, ok. Ok, donc voilà pour ça. Donc là, après, je vais faire un test. Si je fais, par exemple, je vire le to do, qu'est-ce que ça fait si je fais CTRL S? Donc là, il y a trop de trucs, ça fait une erreur. Et donc là, on avait vu qu'on pouvait avoir le users. Donc là, le user, c'est plus intéressant parce que on peut avoir donc l'adresse, le mail, etc. On peut faire des manipulations. Ici, on a les routes, là. Oh, l'HTTP méthode. Get, post, delete. Ok. Donc là, je vais revenir sur user. Donc users. Donc si je marque ici, je vais me mettre là. Si je marque ici users, donc là, j'ai tous les utilisateurs qui s'affichent. Donc ce sont des objets. Si je clique par exemple sur le 0, donc j'ai toutes ces données. Ok. Donc si je mets users, ici je mets 1. Donc j'ai les données de l'ID 1 qui s'affiche. Si je mets 2, d'accord, j'ai l'ID 2 qui s'affiche. Donc après, une fois qu'on a accès à ces données-là, après, bon, faut voir comment on fait, hein, mais on peut extraire les données de ce tableau-là, de cet objet-là, je veux dire. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je désactive, juste pour voir. Donc là, j'ai réponse type core. Ouais, donc là, j'ai désactivé le Zen. Ça, je vais le réactiver. Que si je désactive tout, il se passera plus rien parce que le console log sera désactivé aussi. Et si je désactive ça, je devrais avoir une erreur, je pense. Non, bah rien, oui, logique. Hein. Il n'y a plus de console log, donc il n'y a plus rien qui s'affiche. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, hein. On a effectué notre première requête. Super. Donc maintenant, on va voir ce que l'on peut faire dans la prochaine vidéo avec ces requêtes-là.